Back to Earth, la chaîne du retour à la Terre. Aujourd'hui en podcast, Maëla Naël sur l'installation agricole en ferme collective. Quand j'ai commencé à avoir l'idée du livre, c'est vraiment quasiment simultanément, on avait une envie avec des amis de s'installer en agriculture ensemble. Voilà, pendant 2 ans, j'ai suivi ces 2 parcours, le parcours de l'écriture du livre sur les fermes collectives et le parcours d'un collectif en naissance, en création et du coup toutes les étapes que traverse un collectif, un groupe qui avance ensemble. Et donc ça s'est nourri l'un l'autre en fait. Le livre s'est nourri de l'expérience collective, même si j'en parle pas beaucoup dans le livre parce que justement c'était trop frais. Et du coup le livre s'est nourri de l'expérience collective et l'expérience collective s'est aussi nourrie de mes recherches, etc. Enfin que j'ai partagé avec mes associés qui eux-mêmes étaient intéressés par ces sujets-là. J'ai accompagné beaucoup de personnes vers l'installation agricole depuis l'émergence de projets jusqu'à le test d'activité. Donc c'est les espaces tests agricoles en fait, ce réseau dont je parlais. Entre les phases d'émergence et de tests d'activité, j'ai vu des projets assez différents, de maraîchage, d'élevage, et puis donc c'était un travail en lien avec un certain nombre de structures d'accompagnement à l'installation. Donc en Île-de-France, c'est le pôle Abiosol qui regroupe toutes ces structures que sont Terre de Liens, la FOG, les Champs des Possibles, le réseau des AMAP. Et donc au sein de ce réseau-là, avec mes collègues accompagnateurs à l'installation et accompagnatrices, il y avait un discours qui revenait en fait et sur lequel on n'avait pas trop de prise, c'était les imaginaires des personnes en reconversion professionnelle vers l'agriculture, que nous on accompagnait vraiment depuis le tout début, quoi. C'était des personnes qui s'étaient posées quelques questions et qui s'étaient dit bon voilà, j'ai une idée, mais qui avaient pas du tout commencé à mettre en place des démarches qui s'étaient pas encore vraiment lancées dans la reconversion et dans un nouveau projet. Ce qui revenait, c'était que c'était des projets finalement assez formatés, avec donc maraîchage sur toute petite surface, micro-ferme, objectif de cultiver sur la plus petite surface possible, parce qu'il y a des personnes qui communiquent beaucoup là-dessus et qui en font qui, selon moi, au lieu de présenter ça comme une réponse à une contrainte, qui est la pression foncière, en fait, ça devient presque une nouvelle injonction de cultiver sur la plus petite surface possible, comme si occuper un grand espace quand on est agriculteur, un grand étant tout à fait relatif, hein, mais être sur plusieurs hectares, ça paraissait complètement impossible aux personnes qu'on accompagnait en maraîchage. Et en même temps, donc, avec mes collègues, notamment de Terre de Liens, on travaillait sur la transmission des fermes, sur sur le devenir des fermes franciliennes. Et donc, on avait des fermes de plusieurs dizaines d'hectares qui ne trouvaient pas preneur. Et donc, en fait, on a constaté ensemble une forte inadéquation entre les porteurs de projets en reconversion professionnelle non issus du milieu agricole, qui sont un public complètement essentiel au renouvellement des générations, et puis des fermes à transmettre qui correspondent pas du tout aux aspirations des personnes en reconversion. Pour moi, c'est plutôt une histoire d'imaginaire, où en fait, on a une sorte de polarisation de l'agriculture, avec d'un côté les grands qui s'agrandissent de plus en plus, et puis les petits qui se contentent de petits aussi, et qui, pour moi, ne font pas du tout concurrence à l'agrandissement des fermes. C'est-à-dire que quand on est persuadé qu'il n'y a pas de foncier disponible, on va pas chercher une ferme à taille moyenne. En tout cas, aujourd'hui, une ferme de taille moyenne, c'est à peu près 70 hectares. Et donc, on va chercher les marges, quoi. Donc, en fait, on avait des projets accompagnés le long d'une autoroute, sous les lignes à haute tension, enfin voilà, sur des toutes petites surfaces. Il y a eu beaucoup de communication faite autour de la possibilité de s'installer en maraîchage, notamment en maraîchage, ou en permaculture sur toute petite surface. Donc certes, il y a des modèles très intéressants techniquement, mais économiquement, qui peuvent être rentables, viables dans une certaine mesure. Les leviers qu'on avait en tête avec mes collègues, c'était les fermes collectives diversifiées, donc avec des activités variées, à plusieurs, et puis qui incluent souvent de l'élevage. Et donc les profils de personnes en reconversion
en tout cas en Île-de-France, c'est peut-être pas le cas partout, ont plus de difficultés à se tourner vers l'élevage, parce que c'est plus loin, quand on vient d'un milieu urbain, c'est plus loin l'élevage que le maraîchage, quoi. Et du coup, j'avais envie de montrer qu'il y avait des fermes collectives qui fonctionnaient et montrer que c'était aussi intéressant, enthousiasmant. Et en cherchant, parce que moi je me suis intéressée à cette question, en cherchant sur internet, dans des ouvrages, etc., en fait, on parle pas trop des fermes collectives diversifiées. J'ai pas vu beaucoup de publications, enfin même au niveau de la recherche, enfin voilà, et au niveau de l'accompagnement aussi, enfin c'était une sorte d'impensé ou d'inconnu, ou en tout cas cette question des fermes collectives diversifiées, c'est pas non plus nouveau, hein, c'est pas, ça fait quand même plusieurs dizaines d'années qu'il y a des collectifs qui expérimentent, qui tentent à la fois, enfin qui tentent des formes juridiques, économiques, de modèles de type de travail. Enfin voilà, il y a plein d'expérimentations qui existent, mais je trouve qu'on les voyait peu. Et donc je me suis dit que j'avais envie d'écrire le livre que je ne trouvais pas. Donc d'aller à la rencontre des collectifs, des fermes collectives, de les questionner sur leur fonctionnement. Et je parle aussi beaucoup de transmission, avec aussi des statistiques, pour montrer que c'est un enjeu super fort en fait pour continuer à avoir des paysans, c'est de reprendre des fermes moyennes, quoi. Et puis la deuxième partie du livre, c'est un guide pratique pour l'installation collective. Je me suis basée vraiment sur des formations aussi que j'avais pu faire avec des accompagnateurs spécialisés sur l'accompagnement des groupes en agriculture. C'est un peu un domaine très précis, mais c'est assez à part parce que il y a plein de choses qui existent sur l'accompagnement de groupe en général, et en agriculture, il y a quand même des dimensions qui s'additionnent, qui font qu'un accompagnement vraiment spécialisé me semble plutôt pertinent, parce que quand on s'installe en agriculture, souvent il y a des questions, il y a des questions professionnelles, mais aussi d'articulation avec la vie personnelle qui sont assez fortes. Il y a des questions liées à l'habitat, au rythme de vie, et puis il y a toute la partie aussi juridique qui est assez spécifique à l'agriculture et qui va conditionner certains aspects liés au collectif. Donc est-ce que les fermes collectives aussi apportent au monde agricole, en fait, selon moi, qui sont 3 points principaux. Le fait que ça permet de réfléchir à d'autres conditions de travail dans le milieu agricole, de prendre des vacances, de répartir la charge mentale, voilà, entre autres. Donc changer les conditions de travail dans le monde agricole que tout le monde connaît, que tout le monde sait difficile et rude. Un autre aspect que les fermes collectives, pour moi, apportent au monde agricole, c'est leur implication dans la transition agroécologique, parce que qui dit ferme collective dit ferme diversifiée avec de l'élevage, et en fait ça répond à de multiples problématiques de l'agriculture, et puis ça permet aussi des économies circulaires. Et puis un troisième aspect, c'est le fait que les fermes collectives, selon moi, tissent des liens étroits à plein de niveaux entre l'urbain, la campagne, entre différents mondes agricoles. Elles permettent aussi d'avoir souvent sur un lieu des personnes qui sont impliquées dans divers réseaux, et donc de tisser des liens assez étroits entre des groupes, des réseaux, des personnes qui peut-être ne se rencontreraient pas. Les différents réseaux d'accompagnement à l'installation agricole se sont emparés de cette question, je pense, depuis quelques années, quoi. Depuis quelques années, il y a aussi des réseaux de porteurs de projets qui s'auto-organisent, qui se retrouvent entre collectifs pour discuter de toutes ces questions, en fait, qui sont pas encore trop abordées partout, quoi. Donc en ce moment, il y a plusieurs réseaux, là, en Normandie, en Bretagne, des regroupements informels, en fait, de personnes par le biais des réseaux sociaux, et qui sont un peu hors des radars des associations d'accompagnement aussi, ou en tout cas qui se raccrochent pas forcément dès le début de ces groupements. J'ai essayé de pas parler de modèle, justement, enfin de pas modéliser ou de mettre sur un piédestal une ferme plutôt qu'une autre, et plutôt de montrer la diversité de ce qui existe. Et donc je considère qu'en fait, parmi les fermes collectives, en fait, chaque ferme collective est différente de sa voisine, parce qu'elle va répondre à
des objectifs particuliers, des contraintes, et puis en fait ça va être une alchimie qui va donner un type de ferme. Mais voilà, en fait j'ai constaté une très grande diversité et j'ai quand même essayé, parce que c'est un peu ma formation de ranger les choses dans des cases, donc j'ai quand même 2 grands types au sein desquels il y a tout le temps une grande diversité. Ces 2 grands types sont pour moi, donc je les ai nommés les fermes communes, qui sont des fermes où il y a une mise en commun assez large du travail, de l'entreprise, donc des risques et des bénéfices économiques. Et j'ai distingué ces fermes communes des fermes partagées, dont j'ai emprunté le terme à des chercheurs belges, et puis maintenant du coup à une coopérative en Rhône-Alpes, une coopérative d'accompagnement à l'installation aussi. Et les fermes partagées, c'est des lieux qui accueillent diverses activités avec des personnes qui ont leur propre entreprise. Donc il y a une séparation de l'activité économique et donc des risques et des bénéfices, mais il y a quand même beaucoup de mutualisation sur les outils de production, sur le travail, sur la commercialisation. Mais il me semblait que ça traçait quand même un peu une ligne, ces deux types, parce qu'il y en a un où on est vraiment dans le même bateau, et il y a l'autre où on n'est pas tout à fait dans le même bateau, on est dans la même flotte. C'est peut-être plus ça. Enfin voilà, on va un peu dans la même direction ensemble, on s'appuie, mais s'il y a un bateau qui coule, la flotte, elle peut continuer d'avancer. Voilà, c'est un peu ma métaphore pour ces deux types de fermes. Et après, au sein de chacun de ces types, au sein de chacun de ces types, la diversité est grande sur les modèles juridiques, sur les modèles économiques, sur les types de production. Et en fait, du coup, pour les personnes qui seraient intéressées par l'idée de s'installer à plusieurs, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que tout le monde est capable de rejoindre un collectif existant. Après, c'est avec quel niveau d'intégration en fait du collectif. Où est-ce qu'on positionne le collectif? Si c'est juste le partage d'un lieu, tout le monde est capable de faire ça. On a tous des voisins. À partir du moment où on n'est pas un ermite, n'importe qui peut s'installer à plusieurs. Mais par contre, il faut doser. Et c'est ça aussi que l'accompagnement peut aider à mettre en lumière. C'est à quel endroit on a envie de mettre du collectif. Est-ce que c'est le partage d'un lieu, le partage de travail, le partage de travaux du quotidien ou de travaux ponctuels, le partage d'une activité économique avec tout ce qui est associé en termes de risques, de partage de bénéfices, et donc d'accepter qu'il y ait plus ou moins de rentabilité sur nos activités. Est-ce qu'on a envie de partager les responsabilités en termes de charge mentale et de gestion, de pilotage? Est-ce qu'on a envie de partager un habitat, ou en tout cas un lieu d'habitat? Et voilà. Et en fait, du coup, tous ces différents niveaux, ça va être un choix à faire à chaque niveau, en fait. Donc, pour moi, il n'y a pas un caractère de personne ou une personnalité. Il n'y a pas de personnalité propre au collectif et d'autres pas au collectif. C'est plutôt, est-ce que le collectif que l'on rejoint correspond à nos envies, à nos objectifs personnels, et que les objectifs collectifs ils soient cohérents par rapport aux objectifs personnels. La naissance d'un collectif, c'est vraiment un aspect que j'ai particulièrement développé dans le livre, avec pour moi, il y a quand même un peu deux types. Il y a les collectifs qui se rejoignent, enfin les personnes qui se rejoignent pour former un collectif par rapport à une piste foncière, et des personnes qui se rejoignent pour développer un projet commun. C'est un peu deux choses différentes. Et du coup, ça va rejoindre un peu ces deux types de fermes partagées. J'ai beaucoup de porteurs de projets que j'ai pu accompagner qui disaient bah oui, peut-être en collectif, pourquoi pas, mais qui menaient aucune démarche en fait pour activer l'émergence d'un collectif. Et donc j'ai un peu, avec des discussions entre amis, avec des personnes qui cherchaient à s'installer, on a un peu théorisé que il y avait besoin de deux fonctions. Enfin, il y a deux fonctions nécessaires à l'émergence d'un collectif: une fonction d'impulsion et une fonction de cohésion. La fonction d'impulsion, ça va être là où les personnes qui vont tirer le projet, qui vont avoir en tête des finalités, une direction où aller. Et pour qu'un groupe prenne forme, il faut aussi qu'il y ait un
une force de cohésion qui lie les personnes entre elles. Et cette fonction de cohésion, elle peut aussi être portée par une ou des personnes. Et en fait, quand on a un seul de ces deux aspects, pour moi, la naissance, elle va pas se faire. Parce que soit on a une personne ou des personnes qui ont très envie d'aller quelque part, mais en fait qui ne prennent pas le temps de se structurer en tant que groupe, soit on a un groupe qui est très structuré, mais qui ne sait pas où il va. Et donc, voilà, c'est voilà, deux points qui sont peut-être assez basiques, mais qui m'ont paru manquer à différentes expériences que j'ai pu voir ne pas se réaliser, du coup. Et puis après, du coup, aux personnes qui attendent un groupe ou un projet collectif tomber du ciel, bah moi j'incite plutôt à essayer de prendre le taureau par les cornes et à oser diffuser une annonce, demander à des personnes qui nous entourent de nous rejoindre et tenter quelque chose, parce qu'en fait, un projet collectif, de toute façon, il part avec des gens qui vont pas tous rester. Enfin, il y a forcément des entrées et sorties dans un projet. Donc, il y a un moment où il faut quand même définir un groupe précis avec une frontière, des gens qui sont dedans et des gens qui sont pas dedans. Mais c'est pas grave de commencer par des personnes qui peut-être n'iront pas au bout. Et il y a beaucoup de projets de fermes collectives et donc de groupes qui sont installés, où en fait, quand on retrace avec eux l'histoire de leur groupe, il y avait des personnes avant qui étaient là et puis qui sont pas restées, puis il y en a d'autres qui les ont rejoints. Enfin, mais donc, il faut bien commencer quelque part. Il faut forcément un début de quelque chose. Et, et donc, ça veut dire oser. Et donc, quand j'étais accompagnatrice, animatrice, on organisait avec des collègues des soirées un peu speed dating, trouver un associé, qui ont pu donner plusieurs fois naissance à des projets communs. Alors du coup, avec des personnes qui avaient plutôt des pistes foncières à partager, etc. Et ça n'a pas forcément formé des groupes très soudés. Mais il y a quand même plein de possibilités, même sans connaître bien les personnes dès le départ. J'ai toute une petite partie sur est-ce qu'on est obligé est-ce qu'il faut ou pas s'installer avec des amis. En fait, ça peut être possible, mais si on n'a pas d'amis intéressés, c'est possible de s'installer avec des gens qu'on connaît pas au départ, et avec tout un processus de créer de la cohésion, se créer de la culture commune, partager des valeurs et avoir des objectifs d'installation commun. Tout est possible, quoi. Et en fait, dans les fermes que j'ai interrogées, les naissances de projets étaient toutes très très différentes. Parfois, ça partait d'une personne, de deux personnes. Parfois, il y avait eu un appel à candidature. Parfois, c'est des gens qui se connaissaient du milieu associatif. Parfois, c'était des amis très proches. Enfin, il n'y a pas de règle, si ce n'est qu'il faut entamer un chemin et que le collectif ne va pas tomber du ciel. Sur l'accompagnement, alors oui, je pense que les fermes collectives, les groupes, ont besoin de plus d'accompagnement que les individus, puisqu'il y a une sorte de multidimension dans un groupe. Tout est interrelié, croisé, etc. Et pour démêler cette pelote, l'accompagnateur ou l'accompagnatrice est pour moi nécessaire. Après, certains groupes peuvent être assez autonomes sur l'animation de leurs réunions, sur la prise de décision. Les personnes qui ont eu un parcours dans l'éducation populaire, qui connaissent plein d'outils, qui ont des postures aussi, qui savent écouter, se parler, communiquer. Oui, c'est complètement possible de faire sans accompagnement, mais je pense que ça... en tout cas, c'est pas que ce que je pense, c'est que tous les collectifs que j'ai vus en fonctionnement et qui fonctionnaient bien sont quand même unanimes sur le fait que l'accompagnement est très utile, au moins sur le long cours. C'est-à-dire d'avoir une personne qui vient au moins une fois par an, une fois que le projet est lancé, pour aller fouiller à des endroits où le collectif va pas forcément. Voilà. Donc, dans le livre, pour les groupes, j'ai fait une liste dans toutes les régions de tous les organismes qui proposent des accompagnements à l'installation, mais aussi à l'activité de groupe. Et donc, ça va être les structures de développement agricole qui se sont formées, dont les salariés se sont formés sur ces questions-là. Ça va être des structures d'éducation populaire qui sont habituées à faire travailler des associations, des groupes, et qui ont aussi un pied dans l'agriculture. Et donc l'accompagnement, ça va être selon le niveau, l'avancement du projet ou les besoins des associés. Ça va être sur la communication interne, sur la prise de décision, sur le partage de la stratégie collectivement.
ça peut être aussi, il y a l'accompagnement, mais il y a aussi la médiation, parce que parfois on peut traverser des phases où on ne sait plus comment avancer, comment se parler, et on a l'impression d'être bloqué. Et bien, la médiation, c'est un autre aspect, c'est une autre dimension de l'accompagnement. C'est même un petit peu différent, mais ça peut être complètement nécessaire à certains moments. Et en fait, par exemple, quand on crée un GAEC, qui est une structure juridique assez classique des collectifs agricoles, quand on crée un GAEC, on est obligé de noter dans un règlement intérieur qu'on a une personne référente qui peut intervenir en cas de problème relationnel. Donc, il y a déjà ce dispositif qui existe, qui est souvent pas trop pris en main. On va mettre le juriste, par exemple, mais en fait, un accompagnement humain, ça nécessite plus de compétences que juste des compétences juridiques. Pour moi, les collectifs permettent de faire de l'élevage, facilitent l'élevage, parce que aujourd'hui, des gens qui ont envie de s'installer tout seuls ou à deux sur une ferme laitière, par exemple, il y en a de moins en moins, et on le comprend, c'est quand même épuisant, en fait. C'est des métiers qui sont très, très durs, éprouvants, et que partager l'astreinte liée à l'élevage, c'est quand même une avancée, je pense, sur les conditions de travail. Donc, les collectifs permettent de faciliter l'installation en élevage. Et en fait, l'élevage, ça permet de débloquer des systèmes de polyculture qui parfois sont confrontés à des impasses techniques que l'élevage permet de lever dans les rotations de culture, etc. Donc la polyculture élevage, donc avoir une diversité de culture et d'avoir un minimum d'élevage, ça me semble idéal quand on est en collectif. En tout cas, c'est possible et ça facilite les aspects techniques, agronomiques. Voilà. Après, ce que je rajouterais, c'est que dans les fermes collectives, du fait qu'il y ait une masse de travail possible, on peut transformer, commercialiser les produits au plus court possible. Et donc, cette valorisation, la valorisation liée à la transformation et la commercialisation en circuit court, elle va permettre de pouvoir aussi développer des choses qui seraient moins rentables. Donc voilà, on peut avoir différents aspects sur une ferme collective qui se complètent avec plus ou moins de rentabilité. Et on peut aussi être en mesure de reprendre des fermes qui sont plutôt grosses, équipées, comme le sont quasiment toutes les fermes aujourd'hui, qui sont suréquipées en fait. Donc on peut, avec plus de travailleurs, optimiser l'usage d'outils démesurés. Et en fait, moi, du coup, ma conclusion par rapport, peut-être je pourrais l'écrire dans le livre quand je ferai une réédition, mais je comprends pas comment on peut s'installer tout seul. L'installation agricole, c'est une montagne administrative. On est tous les 5, on est ingénieurs agronomes, on est tous hyper à l'aise avec les ordinateurs, avec l'administratif, ça nous dérange pas à la base. Mais alors, c'est plus qu'une montagne, quoi. C'est vraiment, c'est l'Etna. C'est un volcan, l'installation. Mon apprentissage de ce parcours à l'installation, c'est que le collectif, il facilite l'installation tout court, en fait. Vous avez aimé ce podcast ? Likez, abonnez-vous.